This is Michael Moore. I am here to make a citizen's arrest of the board of directors of AIG. Capitalisme, A Love Story, voici le nouveau brûlot de Michael Moore. Le trublion américain s'attaque une nouvelle fois au système. We're just middle-class, hard-working people trying to make a living. Pour Moore, les choses sont simples, il y a les riches et les pauvres. Les premiers ont tout fait pour mettre les seconds à la rue. Illustré ici par la crise de l'immobilier, avec des milliers d'Américains chassés de leur maison. Papers telling us that we are due to do an eviction here today at 9 a.m. Un constat désabusé sans nuance. Le pamphlétaire américain ne fait pas dans la dentelle. Grand patron, requin de Wall Street, politicien, Moore s'attaque avec férocité au symbole de l'ultralibéralisme US. Where's our money? I don't know. Après avoir brocardé la libre circulation des armes avec Bowling from Columbine, attaqué le système Bush avec Fahrenheit 9/11, Palme d'Or à Cannes, et dénoncé l'état de la santé publique avec Sicko, Michael Moore, dans Capitalisme, Love Story, résume en 2 heures tout ce qu'il déteste dans son pays. C'est une forme d'aboutissement personnel, affirme-t-il. Meet Peter Zalewski, Florida's up-and-coming real estate whiz. We go. He calls his real estate company Condo Vultures. We have a very good sign because you have the final notice of eviction. So you can see this person was basically thrown out by the police department. Peter deals exclusively with clients who buy up foreclosed homes and then resell them at a profit. So people always ask, what's 25 cents on the dollar? This is it. This is what you're going to get. A vulture basically represents a bottom feeder that goes in there and cleans off a carcass. Because they're dealing with so many different germs with so many different situations, they'll have to vomit on themselves, and there's some sort of cleansing process that occurs. Look at the window. Oh, look at that. Looks like the house next door was on fire. This is straight up capitalism. Somebody asked me, what's the difference between you and a real vulture? This is very simple. I don't vomit on myself. Moore parfois confond capitalisme et libéralisme, mais son film a le mérite d'éveiller les consciences et d'interpeller les citoyens. Capitalisme, A Love Story, exhorte le spectateur à se révolter. Pari réussi. Clémentine Autain, Nicolas Bavrez, bonsoir. On vient de voir un reportage de Christophe Kulikowski autour du film de Michael Moore, Capitalisme, A Love Story. Bon, c'est du Michael Moore, hein. On dit c'est pertinent, c'est irritant, c'est émouvant. Bon, c'est en tout cas Michael Moore, on l'aime ou on l'aime pas, mais il permet de poser la question de ce soir. Capitalisme, Love Story ou un divorce? Je vais me permettre de vous poser cette question-là. Vous avez peut-être des positions différentes sur le sujet. Vous, Clémentine Autain, vous êtes ancienne adjointe à la mairie de Paris de Bertrand Delanoë, n'est-ce pas? Et vous co-dirigez la revue Regard, revue de tradition communiste, et vous publiez, enfin vous coordonnez la publication d'un ouvrage Post-capitalisme, imaginez l'après, au diable Vauvert, chez Marion Mazoric, donc. Voilà. Et vous, Nicolas Bavrez, vous êtes économiste, essayiste, chroniqueur au Point et au Monde, comme vous l'avez dit, ça fait beaucoup. Déjà, mais on se souvient, en 2003, vous aviez publié La France qui tombe, et ça vous avait qualifié de déclinologue à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui où vous vous situez par rapport à ça. Quand on voit ce livre, on pense qu'on n'est pas tellement changé d'avis. Il y a des chapitres sur la France qui sont assez rudes. Nicolas Bavrez, après le déluge, la grande crise de la mondialisation chez Perrin. Alors la première question que je vais vous demander, c'est par rapport au titre. Où vous en êtes du capitalisme, Love Story ou divorce? Je commence par vous, Clémentine Autain. Oui, moi, c'est ce qui m'a séduit dans le film de Michael Moore, c'est le parti pris de la rupture avec le capitalisme. Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on peut mettre le capitalisme à la poubelle, mais la dernière crise qu'on a traversée a montré les failles du système, qui ne sont pas simplement, à un moment donné, une correction qu'il faudrait apporter, mais qui, au contraire, pose l'essence même du système, c'est-à-dire la quête du profit pour mener le monde. Donc, remettre sur le devant de la scène, après la chute du mur de Berlin et cette question de l'alternative au capitalisme me paraît fondamentale. Voilà. Non, mais je crois qu'il y a 2 questions qui sont posées par le film de Michael Moore. La première, c'est effectivement la question sur laquelle on aura sans doute des réponses différentes, c'est-à-dire il y a une crise majeure du capitalisme et d'une forme de capitalisme qui était le capitalisme mondialisé. À partir de là... Vous ne dites pas le capitalisme financier, vous dites le capitalisme mondialisé. Oui, parce que si vous voulez, c'est là où on se trompe souvent. On explique que c'est juste une crise financière, c'est une grande crise économique. Aujourd'hui, on le voit avec le chômage et on le voit avec le modèle général de la mondialisation. C'est d'ailleurs une des failles du film de Michael Moore, c'est que c'est un film totalement américain, oui, et que la mondialisation est absente. Puis il y a une deuxième question, et là on sera peut-être davantage d'accord, c'est le lien... Déjà
entre la liberté économique et la liberté politique. Exact. En réalité, moi, je pense que le capitalisme, il survivra de toute manière. Mais qu'une des grandes questions qui est posée aujourd'hui, c'est qu'il est devenu universel et qui vit dans des systèmes où, clairement, il n'y a pas de liberté politique. Vous parlez de la Chine, non? Exemple la Chine, mais exemple aussi la Russie. Et que c'est cette séparation possible entre liberté économique et liberté politique qui va être une des grandes questions du XXIe siècle. Qu'est-ce que vous avez retenu, les éléments précis du film de Malcolm Moore, qui à la fois soit vous irrite, soit vous agace, soit vous trouvez pertinent dans ce film? Alors, après, c'est le style de Michael Moore, c'est-à-dire que c'est vraiment une démonstration. Une démonstration cash, provocatrice pour une part, mais surtout il y a un parti pris extrêmement affirmé et il ne mégote pas, il y va franchement. Et donc moi, c'est le parti pris avec lequel je suis tout à fait d'accord, où il démarre sur ces familles qui sont expulsées, donc la crise du logement, et donc tout ce système d'emprunt où les gens ont croulé sous l'emprunt, ils sont les subprimes, dans des situations financières extrêmement difficiles. Donc il parle du réel de ces vies-là et il parle de questions qui sont pour moi fondamentales, celle du partage des richesses et des sécurisations sur le plan social. Nicolas Bavray, qu'est-ce que vous avez vu dans le film? Le film, j'ai d'abord vu le style de Michael Moore avec finalement 3 plans qui s'articulent. Il y a son histoire personnelle. Son père qu'on voit qui revient sur le... Enfant de la classe ouvrière, etc. Il y a cette dimension-là qui est présente. L'histoire des États-Unis avec des images d'archives qui sont très fortes sur... Roosevelt. Oui, Roosevelt. Il y a eu en 1944, de la part de Roosevelt, un Bill Act, et qui n'a jamais été validé, mais qui faisait de l'Amérique un pari extrêmement progressiste. Si ça avait été mis en œuvre. Mais si vous voulez, c'est ça le paradoxe, et c'est là où je crois que Michael Moore se trompe, c'est que ça a été mis en œuvre et il le reconnaît lui-même, parce que quand vous regardez les images qu'il donne de sa propre famille, et quand il explique ce qu'a été le développement et la prospérité de la classe moyenne américaine durant les années 50, ça a bel et bien été mis en œuvre. Regardez, Roosevelt est mort. Non, ce sont nos 30 glorieuses, mais on n'a pas mis en œuvre la sécurité médicale, la sécurité de Aux États-Unis, vous avez eu les programmes Medicare à l'époque, vous avez eu les droits civiques. Rappelez-vous quand même ce que c'était que la condition des Noirs américains. Là-dessus, je crois qu'à trop vouloir démontrer, il a oublié que, y compris pour les États-Unis, mais parce qu'ils ont changé fortement la régulation de leur système dans ces années-là, il y a eu une... Donc les choses ont changé, on est avec des millions d'Américains sans couverture sociale aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on doit réformer le capitalisme, mais on peut le réformer et le faire marcher. Et c'est la faiblesse du film de Moore quand même, c'est qu'il n'y a par exemple rien sur les plans de relance, justement cette partie Obama, la manière dont on essaye aujourd'hui de réformer le système, ça disparaît complètement parce qu'il est centré dans son face-à-face avec... C'est juste logique qu'il n'y ait rien sur les plans de relance, puisque tout le problème des plans de relance tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est pour remettre 10 balles dans la machine pour qu'elle continue de la même manière. Donc il n'est pas du tout dans une logique de plan de relance, il est dans une logique de rupture. Ça, c'est la donc il est cohérent avec lui-même. Prenons l'exemple de la santé. C'est vrai que la santé aux États-Unis, c'est un scandale. 17% du PIB et 46 à 48 millions de personnes qui ne sont pas couvertes. Bon, on a élu un nouveau président, Obama, c'était un des éléments importants de son programme et il est en train de le mettre en œuvre. Il a du mal, vous êtes d'accord? Mais il a du mal parce que toutes les réformes dans des systèmes, dans des nations libres, on a toujours du mal. C'est normal qu'il y ait des opposants, heureusement, mais c'est bien la marque que ce système... On verra comment ça évolue, mais il est en train de se réformer. Il est déjà en difficulté. Sur le système économique, on voit bien d'ores et déjà que Barack Obama, qui a représenté un espoir considérable, a du mal, simplement par une réforme du système, à réellement changer les conditions d'existence du plus grand nombre aux États-Unis. Et pour moi, la réforme est juste un outil, mais à condition d'avoir une vision révolutionnaire, c'est-à-dire de transformation radicale du système tel qu'il existe. C'est la réforme révolutionnaire. Si vous voulez. Alors, voyons un peu les révolutions réformistes. Avec des réformes. Je crois qu'on pourra peut-être qu'on transformera le monde avec des mots, mais voyons voir un peu vos propositions. Dans la grande crise de la mondialisation, donc la mondialisation est importante chez vous, en fait, vous, la solution que vous prenez, c'est de changer de niveau de gouvernance et de passer à une gouvernance mondiale. Oui ou non? Alors, il y a un élément très important, si vous voulez, on a un système capitaliste qui est maintenant universel. Et on a des risques globaux, et jusqu'à présent, c'était géré État par État. On avait une mondialisation économique, pas de mondialisation politique. Résultat, quand les problèmes arrivent, le crash, tout s'effondre. Je ne pense pas du tout qu'on va avoir un gouvernement mondial, qu'on va faire disparaître les nations, ça pas du tout. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, au moment où justement il y a plus de la moitié maintenant de ce système capitaliste qui est au sud, d'avoir des institutions où on a 90%
du PIB de la planète qui puissent discuter et essayer d'apporter des solutions. Ça peut se changer, ça aussi. Clémentine Autain, Ce qu'il faut changer, c'est l'architecture politique internationale. Vous n'êtes pas d'accord avec ce réformisme qui consisterait à aller au niveau mondial pour... Mais bien sûr qu'il y a, pour mettre à mal le capitalisme, bien entendu qu'il faut réfléchir à l'échelle mondiale, qu'il faut aussi créer des passerelles entre des pays, des continents qui tentent de s'y opposer. Il se passe des choses en Amérique latine qui sont intéressantes. En Europe, on fait un espèce de grand marché où la concurrence domine entre les peuples et un grand marché économique. L'économique a primé sur la construction politique et ensuite... Il n'y a pas de construction sociale, devant un certain nombre d'impasses. Non, mais je vous rejoins en partie, c'est-à-dire qu'il est clair que le problème aujourd'hui, c'est le déficit politique de l'Europe. Non, mais vous dites aussi que le capitalisme est fait par des hommes, et qu'en gros, le capitalisme est bon, mais les hommes sont mauvais. Bien sûr, si vous prenez les bulles spéculatives, à l'origine des bulles spéculatives, tout le monde veut s'enrichir vite etc. Et puis, à un moment donné, tout... Non, la régulation, mais là, c'est l'arnaque de l'idée de la moralisation du capitalisme, que ce serait juste un problème des éléments de votre... Voilà, de quelques spéculateurs qui n'auraient pas de morale. C'est pas quelques spéculateurs, c'est tout le monde. Bah oui, mais donc c'est pas un problème de morale, c'est un problème d'organisation du système économique. Qui a un fonctionnement. La preuve étant qu'on a eu des bulles depuis le XVIIe siècle, il y a des périodes où on a eu un développement stable. Mais le problème, c'est pas que les bulles, c'est même quand ils se portent bien, pardonnez-moi, même quand ils se portent bien à l'échelle internationale, vous avez 20% de gens qui possèdent 80% des richesses. Donc partant de là, on voit bien qu'on a un système qui se développe de manière profondément inégalitaire. Quand on le regarde depuis 2 siècles, c'est un système qui enrichit les gens, qui diminue la pauvreté, qui, y compris dans la phase récente de la mondialisation, a fait sortir de la pauvreté des centaines de millions de Chinois. Sur la dernière période, je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Quand on prend le taux d'alphabétisation. Le problème, c'est qu'on a un système qui sait produire des richesses. Le seul problème, c'est qu'il détruit la planète et qu'il n'est pas capable de les répartir de manière juste et équitable. Qu'elles aient été déséquilibrées, notamment aux États-Unis, c'est vrai. Historiquement, quand on prend des périodes, par exemple la période de l'entre-deux-guerres, dans tous les pays développés, il y a une augmentation de la richesse et une diminution des inégalités. Donc, à certaines périodes, le capitalisme, il y a des moments où on a fait des choix qui, effectivement, ont abouti à la croissance des inégalités. C'est pour ça que je dis qu'on peut parfaitement peser dessus. Juste sur un point, vous dites, voilà, il y a quand même un problème, on est des libéraux, mais quand ça ne va pas, on fait appel à l'État pour la relance, c'est-à-dire qu'il y a, en gros, une privatisation des profits et une socialisation des pertes. Ah oui, vous le dites. Mais bien sûr, mais c'est ça. C'est ce qui se passe là actuellement. Ça, c'est un système qui ne peut effectivement pas fonctionner de cette manière-là. Mais si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer, ça Michael Moore ne le fait pas, il a tort, entre le capitalisme et l'économie de marché. Le capitalisme, c'est un mode de production. Si vous voulez le faire fonctionner de manière responsable, il faut qu'il y ait derrière un état de droit et une démocratie qui fonctionnent. On peut avoir démocratie s'il y a des règles précises qui s'appliquent, de même qu'il y a des séparations des pouvoirs et il doit y avoir des règles d'incompatibilité. Clémentine Autain, qu'est-ce que vous en pensez de ces... Très optimiste, en fin de compte, très optimiste. Non, mais c'est un peu l'idée de tout changer pour ne rien changer. C'est-à-dire que comme là, on voit bien qu'il y a une impopularité extrêmement forte du système. D'ailleurs, il y a un chiffre, il le montre, chez les jeunes en particulier, il y a une défiance très importante à l'égard du capitalisme. Je vois tous ceux qui sont les défenseurs d'une logique néolibérale aujourd'hui nous expliquer à corps et à cri que bien sûr il faut moraliser, etc., qu'on va bidouiller. La réalité, c'est que le système, tel qu'il existe aujourd'hui, doit être mis en cause en profondeur. Je vais vous demander, sinon d'être concret, moi d'être prospectif et projectif, comment voyez-vous pour le capitalisme et pour ce qui nous concerne les années à venir? Nicolas Bavray et Clémentine Autain ensuite. En fait, les grandes crises, c'est aussi des grandes révolutions, des mutations du système. Donc, le capitalisme, il va continuer à basculer vers l'Asie. On va avoir un déclin relatif des États-Unis et on a une position de grande faiblesse de l'Europe qui risque vraiment d'être marginalisée parce qu'elle est vieillissante. Et encore plus la France à l'intérieur. Surendettée, sous-compétitive, et puis elle a une monnaie surévaluée. Donc ça fait quand même beaucoup pour les mêmes. Donc ce qu'on peut essayer de faire pour essayer de remettre de l'ordre dans ce système qui en a bien besoin, il faut trouver de nouveaux relais de croissance. Donc il y a les consommateurs du Sud, et ça permet de lutter contre la pauvreté. Il y a effectivement tout ce qui concerne l'environnement. Et on verra si Copenhague, c'est pas écrit, mais peut-être que Copenhague apportera un certain nombre de choses là-dessus. Et puis il y a l'économie de la connaissance. Donc ce sont ces nouveaux moteurs qu'il faut arriver à mettre en route. Et par ailleurs, arriver à gérer ces risques globaux d'un capitalisme universel en faisant en sorte que ces nations qui sont extrêmement différentes et ces grands blocs arrivent à discuter entre eux pour trouver des solutions aux problèmes qui continueront à se poser. Il y a Clémentine Autain, bon là on change de peau. Et vous voulez changer la bête? Oui, je veux changer la bête et puis je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de renouer avec une espérance d'une alternative. C'est-à-dire que je pense que la solution aux crises qui sont devant nous, elles ne sont pas simplement techniques comme s'il suffisait de bidouiller. Je pense qu'elles posent une question de perspective politique
plus vaste. Et le truc, c'est que la chute du mur de Berlin, qu'on a célébré à grand renfort, qu'au moment où la crise du capitalisme faillit, on veut se rappeler que vraiment la plus grande alternative qui a existé a totalement failli de toutes parts et que maintenant, ça y est, les pays de l'Est sont entrés dans le monde libre. En réalité, ça masque le fait que nous sommes devant cette difficulté. C'est-à-dire tous ceux qui revendiquent une alternative sont devant cet échec historique qui a été les expériences de type socialiste au XXe siècle et que donc il faut réinventer quelque chose qui articule l'exigence démocratique avec ce qui est l'apport de la tradition du mouvement ouvrier ou en tout cas l'apport marxiste pour faire court et en même temps les nouvelles problématiques comme l'écologie mais aussi le féminisme, l'antiracisme. Et ce projet-là, il n'est pas arrivé à maturation et je crois qu'il faut l'inventer, d'où imaginer l'après parce que... D'où ces contributions à la réflexion. Donc votre livre, coordonné par Clémentine Autain, Post-capitalisme, imaginer l'après au diable au vert. Si je résume, vive l'utopie. Oui, vive l'utopie. Nicolas Bavrez, après le déluge, la grande crise de la mondialisation chez Perrin, aura-t-on un gouvernement mondial? En tout cas, à tous, allez voir... Vive la réforme. Ouais, vive la réforme. Allez voir le film de Michael Moore pour vous faire une idée. C'est une bonne base de départ. Et puis avec vos amis, discutez-en, comme on vient de le faire avec vous. En tout cas, merci beaucoup, Clémentine Autain. Merci, Nicolas Bavrez. Merci beaucoup.